Vous aviez à résoudre le nouveau problème suivant. Pourquoi du lait en poudre en boîte peut se conserver à température ambiante, c'est-à-dire dans un placard, dans une armoire, avant ouverture et après ouverture, contrairement à ce que nous avions vu avec une bouteille de lait qui devait être placée forcément au réfrigérateur après qu'elle ait été ouverte. Pour cela, vous aviez différents documents à utiliser pour répondre aux questions sur le site de la cuisinière. Alors, combien de temps peut se conserver une boîte de lait en poudre ouverte? On regarde ce que l'on peut trouver comme indication sur cette boîte de lait. Après ouverture, la boîte peut se conserver à température ambiante au maximum 4 semaines. Réponse possible, 5 semaines, 4 semaines, 3 semaines. Très souvent, vous avez coché 4 semaines puisque c'était la date qui apparaissait sur l'indication du temps de conservation. Mais attention, si une boîte peut se conserver 4 semaines, ça veut dire qu'on peut la conserver également 3 semaines. Donc en fait, il y avait les deux réponses à cocher. Elle peut se conserver 4 semaines, mais donc elle pourrait très bien aussi se conserver que 3 semaines. Donc voilà pour ceci. Ensuite, nous continuons. Vous aviez cette affiche qui correspond à différents produits, aliments que nous pouvons avoir à la maison. Et sur ce document, vous aviez la durée de conservation de ces différents produits. Je vous demandais de regarder donc sur cette affiche et de retrouver combien de temps une boîte de lait en poudre non ouverte peut s'utiliser. Si je regarde ici l'affiche, le lait en poudre se trouve ici. Alors on vous met ici le cas donc de lait en poudre proposé pour réaliser les biberons de bébé. Et on voit que du lait en poudre peut se conserver 25 ans si cette boîte est effectivement non ouverte. Donc dans les propositions, il s'agissait de cocher la réponse 25 ans. Ensuite, autre document proposé ici par une scientifique, une microbiologiste, c'est-à-dire une spécialiste des microbes, des micro-organismes, et qui vous indiquait dans quelles conditions effectivement nous pouvions avoir des micro-organismes. Alors pour se développer dans les aliments, les micro-organismes pathogènes, donc je rappelle que pathogène veut dire qui rendent malade, ont besoin d'eau et d'une température qui leur convient, souvent entre 15 et 40 degrés, ce qui correspond à une température ambiante. Pour la plupart d'entre eux, le plus souvent, ils ne peuvent pas se multiplier dans un aliment si celui-ci est trop sec, très acide ou très sucré, ou si la température est basse. Attention, quand on congèle un produit, les bactéries ne sont pas tuées. Au cours de la décongélation, le produit se réchauffe et les bactéries peuvent à nouveau proliférer, c'est-à-dire multiplier. Chaque fois que l'on recongèle puis décongèle, la quantité de bactéries augmente dans le produit et ils peuvent devenir dangereux à consommer. Alors voilà le document que vous aviez à votre disposition pour répondre aux questions suivantes. Indiquez les conditions de vie, c'est-à-dire le milieu de vie qu'ont besoin les micro-organismes pour pouvoir se multiplier. Pour pouvoir se multiplier, les micro-organismes ont besoin d'eau et d'une température ambiante, on a dit de 15 à 40 degrés Celsius pour la plupart d'entre eux. Donc milieu très humide où il y a de l'eau et un milieu chaud, par exemple de 35 degrés. Voilà les deux réponses à cocher. Indiquez les conditions de vie qui ne permettent pas aux micro-organismes de se multiplier. Donc, ce qui empêche les micro-organismes de se multiplier, ils ne peuvent pas se multiplier normalement si celui-ci est trop sec, très acide ou très sucré, ou si la température est trop basse. Donc, je reprends les réponses possibles. Milieu très sucré, milieu très sec et milieu très acide sont les trois conditions ici citées pour empêcher la multiplication des micro-organismes. On aurait pu très bien rajouter une autre case à cocher si le milieu était trop froid, donc température faible. Alors voilà pour les premières saisies d'informations. Les réponses en général étaient plutôt satisfaisantes. Il y a qu'ici où souvent vous avez effectivement coché que 4 semaines et vous n'avez pas pensé à cocher également les 3 semaines. Bon, c'est une petite erreur d'attention pas conséquente. Alors, je continue. Maintenant, il s'agit d'utiliser ce que l'on vient de voir pour faire des explications. Expliquer en utilisant toutes les réponses précédentes pourquoi on peut conserver donc une boîte de lait en poudre ouverte ou non ouverte à température ambiante.
qu'est-ce qui fait cette particularité que malgré que la boîte ait été ouverte, on puisse toujours la conserver à température ambiante? Alors voilà la réponse proposée par l'élève. Car les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier dans un endroit sec. La poudre de lait est très sèche, ainsi elle ne peut pas être contaminée. Alors, elle ne peut pas être contaminée, il pourrait y avoir 1 ou 2 microbes, mais dans tous les cas, ceux-ci ne peuvent pas se multiplier, donc ne sont pas dangereux pour nous humains. Donc la réponse est correcte, c'est parce que le lait en poudre est sec, et donc il empêche la multiplication des micro-organismes. Ensuite, pourquoi on peut conserver un pot de miel? Un pot de miel est un aliment très sucré. On vient de voir qu'effectivement, les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier dans un endroit sucré. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on peut le laisser à température ambiante. La réponse est correcte. Et enfin, pourquoi on peut garder un bocal de cornichons à température ambiante? Car les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier dans un endroit acide. Les cornichons sont généralement dans du vinaigre. Alors c'est pas généralement, souvent ils sont dans du vinaigre. Le vinaigre est très acide et effectivement va empêcher la multiplication des micro-organismes. Voilà les réponses complètes. Attention, moi les erreurs que j'ai pu repérer sont souvent des réponses incomplètes. C'est-à-dire que soit vous me mettiez les cornichons sont acides, donc c'est pour ça qu'on peut les conserver à température ambiante. Oui, c'est vrai, ils sont acides, mais il faut donc expliquer pourquoi le fait qu'ils soient acides fait qu'on peut les conserver à température ambiante. Il ne faut donc pas oublier de préciser parce que les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier dedans. Ou alors, j'ai eu l'inverse au niveau de la réponse, c'est-à-dire que les cornichons peuvent se conserver à température ambiante parce que les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier dedans. Il faut également préciser pourquoi ils ne peuvent pas se multiplier dedans. Parce que les cornichons sont des aliments qui sont acides. Donc voilà pour les réponses proposées dans cette activité. Donc si on résume, donc voici le bilan que nous pouvons faire de l'activité numéro 22. Le lait en poudre peut se conserver 25 ans dans une armoire car c'est un aliment sec. En effet, dans un aliment sec, les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier. On généralise aussi à d'autres types d'aliments lorsqu'ils sont acides, très sucrés ou très salés. Je rajoute le très salé qui n'apparaissait pas sur votre document, mais qui est effectivement aussi le cas, parce que ces conditions empêchent aussi les micro-organismes de se multiplier. Nous avions donc vu deux premières méthodes de conservation des aliments dans le cas donc, de l'étude du lait en bouteille. Soit on les chauffait à haute température, soit on les plaçait à basse température. Voici maintenant d'autres méthodes de conservation des aliments. On peut conserver des aliments à température ambiante si les aliments sont secs, très acides, très salés ou très sucrés, car les micro-organismes ne peuvent pas s'y multiplier. Donc voici la petite conclusion définition qu'on peut établir après votre activité numéro 22. Nous venons donc de voir les différentes méthodes qui nous permettaient de conserver des aliments. Mais dans tous les cas, nous avons bien compris que si nous voulons conserver des aliments, il faut absolument que l'on empêche toute contamination des aliments par des micro-organismes. Donc comment éviter la contamination du lait, mais également d'autres aliments que nous pourrions consommer par des micro-organismes? S'il faut éviter la contamination des aliments par des micro-organismes, il faudra donc y faire attention au moment de la production de l'aliment. C'est par exemple ici au niveau de la ferme quand nous produisons ou récupérons le lait au moment de la salle de traite, mais également à la maison lorsque nous allons utiliser l'aliment, par exemple au niveau de la cuisine. Donc en utilisant les documents donnés sont ceux du groupe qui avait travaillé sur l'hygiène à la ferme et je vous remets en pièce jointe un exemple de résumé produit par les élèves, mais également un document sur ce que l'on doit faire au niveau d'une cuisine pour éviter la contamination par des micro-organismes. Je vais donc vous demander de lire les documents en question afin ensuite ensemble d'établir le résumé de ce qui permet d'éviter la contamination du lait ou des aliments en général.
Donc, vous avez pris le temps de lire l'ensemble des documents. On peut donc ainsi établir un petit bilan simple. À la ferme, pour éviter la contamination du lait par des bactéries pathogènes, il faut bien nettoyer les bâtiments. Enlever effectivement la paille usagée, nettoyer les mamelles des vaches au moment juste avant la séance de la traite et le matériel de traite. Dans nos cuisines, pour éviter la contamination des aliments, il faut bien sûr nettoyer les mains régulièrement, le matériel de cuisine et le plan de travail. Toutes ces mesures correspondent à ce qu'on va appeler l'hygiène alimentaire. Et voilà donc la dernière conclusion définition de la leçon. Pour éviter la contamination des aliments par des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, il faut respecter des règles d'hygiène dans les élevages et dans la cuisine. On clôture cette leçon numéro 8 sur comment on est capable de conserver des aliments. La conservation des aliments, je l'ai fait avec vous avec l'exemple du lait, puisque c'était notre fil conducteur avec la leçon précédente. On est bien d'accord que ce sera valable avec n'importe quel autre aliment aussi.